France Inter. It's morning edition from NPR News. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour à la Commission européenne ce soir. Vote is closed. Voilà, c'est Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen qui annonce le résultat du scrutin. C'était cet après-midi. Bonsoir Sylvie Kaufmann. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste au Monde, en charge notamment des questions européennes. Si on voulait résumer très vite, on rentrera évidemment dans le détail, cette nouvelle commission qui vient de s'installer. Ursula von der Leyen, saison 2. Donc, faut regarder les chiffres, 370 voix pour, 282 contre, 36 abstentions. VDL 1, si je puis dire, c'était 401 voix. Donc oui. Ça veut dire approbation plus molle et très différente surtout. Oui, c'est 54% des voix, c'est un petit peu moins que la première, qu'à son premier mandat, mais bon, c'est quand même bien. Elle a tout le monde, elle a réussi à faire accepter l'ensemble de ses candidats, de ses commissaires. Il y en a pas, alors qu'il y a eu beaucoup de psychodrames. C'est moins qu'on puisse dire, ouais. Voilà, mais donc c'est la commission de la reine Ursula. C'est une commission qui penche très nettement à droite, on pourra en parler un peu plus. Ouais. Et puis c'est une commission, je trouve, qui rentre en fonction très tard, quand vous pensez que les élections au Parlement européen ont lieu le 9 juin, et elle va rentrer en fonction le 1er décembre. Ouais. C'est très long, à un moment où il y a énormément de dossiers urgents. À 50 jours de l'investiture. On ne devrait pas vraiment perdre de temps. Notamment, et on y viendra bien sûr, Sylvie Kaufmann, mais s'il est très tard, c'est aussi parce que ça a patiné beaucoup quand même, c'était ça là. Oui, alors ça a patiné beaucoup, il y a eu beaucoup de marchandage entre les groupes parlementaires, entre les fractions, il y a eu un gros blocage pendant un moment sur un des vice-présidents, puisqu'il y a donc 6 vice-présidents exécutifs dans cette commission, ça c'est nouveau aussi, et il y en a un qui vient de l'extrême droite, c'est Raffaele Fitto, qui est du parti Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, la première ministre italienne. Non seulement ça a fait réagir, et ça a même éclaté un certain nombre de choses. Ça a divisé beaucoup de groupes parlementaires. On a eu des votes vraiment très divisés au sein des groupes, socialistes, verts. Ça a été vraiment compliqué, mais finalement, elle y est arrivée. Von der Leyen insiste, il tenait vraiment beaucoup. Elle dit même, je l'assume, en fait. Je le voulais, je l'assume. Oui, c'est un deal qu'elle a fait avec Giorgia Meloni parce qu'elle considère qu'elle a besoin de Giorgia Meloni, donc première ministre italienne, pour la première fois première ministre d'extrême droite dans un des pays fondateurs de l'Union européenne. Donc c'est vrai que c'est très délicat pour la présidente de la Commission d'écarter. Elle en a besoin finalement et elle travaille avec elle déjà depuis quelque temps. Donc elle voulait s'assurer son soutien. On va y aller en Italie avec Bruno Duvic dans un petit instant. Avant de le rejoindre, juste une toute dernière question là-dessus. Est-ce qu'on a franchi une ligne jaune quand même ? Est-ce qu'on a coupé, brisé un cordon sanitaire ? Une ligne jaune ou une ligne rouge ? Une ligne rouge, ouais, pardon. Oui. Non, mais ça revient au même. Oui, certains le disent. Par exemple, chez les socialistes, dans le groupe socialiste, les socialistes ont voté contre à cause de cette ligne rouge. Alors, von der Leyen fait une sorte de différence subtile entre le groupe des réformateurs conservateurs européens, qui est celui où siègent donc les frères d'Italie, là, le groupe de Giorgia Meloni, qu'elle a l'air de considérer plutôt comme ultra-conservateur, si on peut dire. Et puis le groupe des patriotes, qui est celui où il y a le Rassemblement national, le Fidesz d'Orban, et qui est plus... voilà. Mais le PP aussi, d'ailleurs, l'a fait cette différenciation, Sylvie Kaufmann, en disant tant qu'on est pro-Europe, pro-Ukraine, pro-État de droit, on rentre pas dans la case extrême droite. C'est un peu ça qu'on a entendu de la part du PP et qui fait dire aux autres le rapprochement est là, quoi. Oui, mais écoutez, il faut regarder les choses en face. Il est là, le rapprochement, et c'est von der Leyen qui a voulu le faire, et elle l'a obtenu. Donc c'est vrai que c'est une commission qui est
beaucoup plus à droite que les précédentes. Sur les 27 commissaires, il y en a une bonne quinzaine qui sont de centre droit. Et puis, il y a un commissaire d'extrême droite, un commissaire ultra-conservateur. Ça, c'est nouveau. C'est un pas qui est franchi, il faut le souligner, mais qui est totalement assumé par la présidente de la Commission. Bonsoir Bruno Duvic. Bonsoir. Notre correspondant d'Italie, c'est vous, Bruno. Et c'est vrai que Giorgia Meloni probablement se frotte les mains. Et c'est vrai qu'elle avance ses pions et qu'elle le fait avec la bénédiction d'Ursula von der Leyen. Il faut rappeler quand même qu'elle avait voté contre von der Leyen en juin dernier. Là, elle l'a dans sa poche, si on peut dire. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux ? Il y a eu la nomination, en effet, de Raffaele Fitto. Petit retour en arrière pour comprendre. En juin, Giorgia Meloni remporte haut la main les européennes en Italie. Elle est l'un des moteurs de la poussée de l'extrême droite. Au nom du respect des électeurs et de l'influence de l'Italie, elle fait de la nomination d'un vice-président italien à la Commission un cheval de bataille et, entre autres choses, pour maintenir la pression. En juillet dernier, après avoir maintenu le suspense jusqu'au dernier moment, ses députés au Parlement européen votent contre la reconduction d'Ursula von der Leyen. Émerge alors le nom de Raffaele Fitto comme vice-président de la Commission. C'est un très proche membre de Fratelli d'Italia, un vice-président affilié à l'extrême droite, ce qui fait hurler la gauche, même s'il vient de la démocratie chrétienne. C'est une victoire personnelle pour Giorgia Meloni qui vaut bien le vote de ses troupes ce matin. Mais du coup, qu'est-ce que ça dit de sa méthode, de la méthode Meloni, Bruno ? Eh bien, l'idéologie et même les promesses, la main sur le cœur, passent au second plan dès lors qu'il s'agit de faire progresser l'influence de l'Italie et de la droite radicale en Europe. Giorgia Meloni a juré, c'était l'un de ses mantras pendant la campagne des européennes, qu'elle ne voterait jamais avec la gauche, ni à Rome, ni en Europe. C'est ce qu'elle a fait ce matin. Elle parvient à maintenir de bonnes relations avec Ursula von der Leyen et voter contre elle donc en juillet dernier. Ce matin, sans les députés du groupe ECR, la nouvelle commission n'obtenait pas la majorité absolue, mais l'un des principaux élus, Fratelli d'Italia, me disait tout à l'heure, nous ne sommes pas partie prenante de cette majorité, nous voterons au coup par coup. Maintenir l'ambiguïté, c'est une méthode qui peut s'avérer efficace. Merci beaucoup Bruno Duvic, merci vraiment. Et c'est vrai que c'est une majorité simple qui suffit, il faut le rappeler, Sylvie Kaufmann, et c'est pour ça aussi qu'on peut arriver à ce calcul-là. Au fond, elle nous fait danser, elle fait danser tout le monde, Giorgia Meloni, à la fois dans cette commission, mais pas seulement. Enfin, si on regarde aujourd'hui le Mercosur, par exemple, elle n'a pas encore dit réellement si elle était pour ou si elle était contre. Elle sait très bien que sa voix compte énormément. Michel Barnier va aller la voir juste exactement. La veille du vote pour et c'est ça son jeu en fait à Meloni, et elle y joue très bien, non ? Oui, elle est très forte et elle a très bien manœuvré aussi avec Ursula von der Leyen, mais c'est vrai que c'est du point de vue de Bruxelles, c'est précieux d'avoir un dirigeant, à partir du moment où on a un dirigeant d'un grand pays européen, d'un pays fondateur, je le redis parce que c'est symboliquement c'est important, qui est d'extrême droite, il vaut mieux l'avoir, si vous voulez, à l'intérieur de la tente qu'à l'extérieur. Et donc c'est cette carte-là que joue, et c'est vrai que c'est cette carte-là que joue Ursula von der Leyen, et c'est vrai que jusqu'ici, Meloni a relativement joué le jeu. Elle a joué la carte européenne. Donc, c'est un pari qui, pour l'instant, est tenu et il faut voir s'il va continuer. Est-ce que vous diriez que cette commission et cette nouvelle couleur, et notamment, donc, effectivement, l'entrée de l'extrême droite, celle de Giorgia Meloni, est-ce que cette commission préfigure des alliances au Parlement européen qui peuvent amener d'autres majorités, d'autres alliances et bouleverser l'ensemble du jeu européen ou pas ? Alors, il y a une dynamique qui est pan-européenne. On vient de le voir encore avec la Roumanie qui a surpris tout le monde, les législatives en Roumanie, pardon, les présidentielles en Roumanie. Les législatives sont à venir, effectivement. Elles sont à venir dimanche, oui, et espérons que ça sera pas... Enfin, on verra, mais il y a donc beaucoup d'échéances. Et on le voit, c'est vraiment quelque chose qui agit toute l'Europe. Donc, il est normal que ça se reflète aussi au Parlement européen. Et on voit bien à quel point Orban est actif, Bardella est actif. Il y a des choses qui vont effectivement bouger au cours de cette législature, c'est sûr. Si on regarde les commissaires, par exemple, est-ce que il y avait un certain nombre de portefeuilles qui pouvaient être controversés, qui étaient compliqués, le portefeuille de Teresa Ribera, qui est espagnole sur l'environnement. Oui, c'est la seule socialiste. Exactement, elle, oui, et on se dit qu'elle arrive à sortir. Et elle va être assez puissante parce que c'est une personnalité forte et puis qu'elle a un portefeuille très important qui est à la fois celui du climat et de la transition écologique et de la concurrence.
Et ça, c'est aussi, d'une certaine manière, le génie d'Ursula von der Leyen d'avoir su saupoudrer, d'avoir fait ses propres équilibres. Elle a totalement remanié cette commission. Elle a donc ses 6 vice-présidents dont elle joue très bien avec la manière dont elle a réparti les portefeuilles en mettant sous chaque vice-président des commissaires qui sont dans le même domaine et qui sont plus expérimentés. C'est le cas par exemple pour Stéphane Séjourné. Donc c'est vraiment la commission d'Ursula von der Leyen et elle a c'est son 2e mandat. Elle est parfaitement à l'aise et elle a assez remarquablement manœuvré jusqu'ici, il faut le dire. Je pense à un autre commissaire qui s'appelle Oliver Várhelyi et ça dit rien aux gens en soi, mais c'est un commissaire hongrois qui a le portefeuille de la santé. Ça avait tangué là-dessus. Du coup, on lui enlève, si j'ai bien compris, santé animale. Et pas seulement. Et de la santé. Et de la santé tout court. Je pensais que c'était la santé tout court, moi. Et aussi animale. Oui. Vous voyez, écoutez. Non, alors il a perdu au change, lui. Il était dans la précédente commission. Il était chargé de l'élargissement, ce qui était un sujet extrêmement sensible. Et c'est la question. C'est voilà. Pour ça que je vous posais la question. Enfin, sur le tiroir qu'on tire, c'est celui de Séjourné, par exemple, avec un commissaire dessous, et puis celui de cet Espagnol, et puis celui de son Hongrois. On sait ce qu'il est, Viktor Orban en Europe, et en même temps, son commissaire on a l'impression qu'il a perdu du panache, si je puis dire. Oui, mais c'est ça, c'est la méthode von der Leyen. Elle a très bien manœuvré. On a bien vu comment c'est assez, de manière quelquefois même assez machiavélique. C'est la manière dont elle s'est débarrassée des gêneurs, à commencer par Thierry Breton, très rapidement. Enfin, on a un tour de main, oui. Elle s'est aussi débarrassée du néerlandais Frans Timmermans, qui était un socialiste, qui était assez puissant. Donc elle est maintenant vraiment débarrassée des gêneurs et elle a cette commission à sa main, mais elle a un agenda important aussi. C'est une commission qui va avoir beaucoup de travail et qui hérite de dossiers très très lourds, qui va aussi avoir des choses nouvelles à faire comme la défense. Il y a cette nouveauté qui est que il y a maintenant un commissaire à la défense qui est un Lituanien, Andrius Kubilius, et qui a pour charge non pas d'assurer la défense de l'Europe parce que ça n'est pas une compétence de l'Union européenne, mais de développer, d'aider à développer l'industrie de la défense. Et ça, c'est une urgence avec la situation en Ukraine et l'attitude de la Russie. Donc, aider l'industrie européenne de la défense à trouver des financements, à investir. Et c'est un dossier prioritaire pour l'Union européenne aujourd'hui, pour cette commission. Et puis on le disait effectivement en commençant cette conversation, Sylvie Kaufmann, il y a Trump dans 50 jours qui va aussi changer la couleur de ce qui se passera sur le commerce, sur l'Ukraine. Vous parliez de défense tout à l'heure. Le grand dossier aussi, en face d'elle, c'est lui, au final. Absolument. Et tout ce qui concerne, on a bien vu comment il a déjà commencé à annoncer des taxes douanières pour le Canada, le Mexique, mais ça devrait venir, pas pour les Européens, mais voilà. Nous aussi, c'était dans son programme. Et le commerce, ça c'est une compétence européenne et donc il faudra vraiment que la Commission soit prête quand il arrivera le 20 janvier. Commission Ursula von der Leyen, saison 2, donc Sylvie Kaufmann, éditorialiste au Monde. Merci beaucoup. Merci. La suite, ce soir, ça se passe en Irlande, qui vote ce vendredi et qui voit ses partis dépassés par des formations anti-immigration. Pour aller jusqu'à 19h, Kevin Dufresne sous les radars. Au Royaume-Uni, un fugitif recherché depuis 20 ans par le FBI, enfin arrêté. Le Monde à 18h50, c'est Franck Madvon. Salut Franck. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Une trêve au Liban et pourquoi pas bientôt à Gaza. Et le cinéma en VO, c'est vous Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Ces archives, figurez-vous, on parlait, révèlent un effrayant portrait de Leni Riefenstahl, cinéaste copié et admiré par sa technique, controversée surtout pour ses accointances avec le régime nazi. Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue. Il passe par Cabestany, c'est près de Perpignan, mais en anglais dans le texte, avec les Liminianas. Prisoner of Beauty. 25 ans de musique pour ces deux-là qui forment ce duo-là. Prisoner of Beauty, c'est le premier single de l'album à paraître et c'est dans la playlist de France Inter. Your soul in the ghettos of yesterday.
Le reportage d'un jour dans le monde est en Irlande ce soir. Les Irlandais votent vendredi. Après une campagne expéditive, 3 petites semaines. L'histoire, si vous l'avez oublié, c'est que le Premier ministre Simon Harris a convoqué des élections anticipées. Et le contexte ? En 2020, le Sinn Féin, parti historique qui prône la réunification de l'Irlande, semblait à 2 doigts de former son premier gouvernement à Dublin. Mais aujourd'hui, plein de choses ont changé. On a vu émerger en Irlande des candidats indépendants qui mettent l'immigration en tête de leur programme. Les pronostics en sont chamboulés. Et le reste, c'est Clémence Pénard qui raconte. Magda est une fidèle du Sinn Féin depuis de nombreuses années. Mais cette fois-ci, elle votera pour un candidat sans étiquette. Mon mari et moi, on a toujours voté Sinn Féin et on a fait campagne pour eux, vous savez. Mais plus maintenant. Parce qu'ils ont vendu leur âme. Ils ne se soucient pas de nous, les gens ordinaires. Sur près de 700 candidats à ces élections, ils sont 170 à se présenter en tant qu'indépendants. Michael Burke, soldat à la retraite, est l'un d'entre eux. Il fait campagne dans les rues de Dooney-Carney, banlieue nord de Dublin, où réside une grande partie des classes ouvrières et où la question de l'immigration s'est imposée dans le débat électoral. Le Sinn Féin a méprisé ses électeurs de base. Une grande partie de leurs électeurs sont issus des quartiers ouvriers et pourtant, ils n'ont cessé de les diaboliser en les traitant de racistes, de nazis. Mais ce sont les gens qui votaient pour eux. De nouvelles cultures s'installent et on nous fait sentir inférieurs. Nous sommes un peuple indigène, nous sommes comme les Maoris ou les Bretons. Nous sommes autochtones et pourtant nous sommes maltraités. Un an après les émeutes anti-migrants sans précédent à Dublin, avec des Irlandais, on s'en souvient, qui scandaient par exemple « Get them out », renvoyez-les chez eux, les tensions sont encore palpables et de nombreux candidats indépendants cherchent alors à capitaliser sur cette thématique. Michael Burke n'hésite pas à lier par exemple l'accueil des migrants à la crise du logement en Irlande. Jerry, chauffeur de taxi croisé dans la rue, nous interpelle. Lui aussi est un ancien partisan du Sinn Féin, mais vendredi, il votera pour Michael. Le Sinn Féin escroque les gens et ils osent se pavaner en se prétendant républicains. Ils ont le culot de mentionner ce mot républicain. Je vais être honnête, nous laissons entrer dans le pays des violeurs et des meurtriers sans aucun contrôle. Cela ne présage rien de bon pour l'avenir de l'Irlande. Les gens cherchent désormais des alternatives. C'est pourquoi nous nous tournons vers Michael. Quand on regarde l'histoire du pays, nous avons affronté les Anglo-Normands, les Danois, les Vikings, les Britanniques. Nous avons été envahis mais jamais conquis. Il en ira de même cette fois encore. Né au Pakistan, Oumar Al-Kadri vit en Irlande depuis ses 21 ans et se présente également en tant que candidat indépendant, lui dans la circonscription de Dublin-Ouest. Ayant subi une agression physique raciste il y a quelques mois, il redoute cette montée de l'extrême droite en Irlande. Hier soir encore, je suis resté debout jusqu'à 3h du matin parce que la plupart de mes affiches ont été endommagées, vandalisées. C'est un phénomène qui perdure. Une vague de commentaires islamophobes en ligne, débordant de haine à mon encontre et contre les communautés musulmanes. Pour Lisa Keenan, professeure en sciences politiques à l'université Trinity, le Sinn Féin a vu sa popularité chuter en raison, entre autres, de politiques d'immigration peu claires. L'immigration est un sujet, même si elle l'était davantage pour les élections locales. Or, le parti n'a pas une politique d'immigration particulièrement restrictive. Résultat, une partie de ses partisans plus radicaux sur cette question ne sont pas satisfaits de la position du Sinn Féin. Ce que l'on constate également, c'est que tous les partis ont des plans pour résoudre la crise du logement. Et bien qu'ils diffèrent, ça signifie que le Sinn Féin n'est plus en mesure de revendiquer ce sujet comme il l'avait fait en 2020. Avec 20 candidats ou plus dans certaines circonscriptions, le décompte, comme lors des précédentes élections de 2020, pourrait bien prendre plusieurs jours. Ce n'est qu'à ce moment-là que des négociations pourront commencer pour former un nouveau gouvernement et que le Parlement élira le nouveau Taoiseach, le nouveau Premier ministre irlandais.
Clémence Pénard pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. Nous sommes d'abord en Inde, Kevin, où une enquête est ouverte. Oui, contre Google Maps, l'application GPS, enquête ouverte après un accident dimanche matin dans l'état de l'Uttar Pradesh, c'est dans le nord du pays. 3 hommes sont morts alors qu'ils se rendaient à un mariage. Ils empruntent un pont, sauf que ce pont, il est endommagé, il en manque une partie. La voiture fait donc une chute de 15 mètres. Alors pourquoi Google Maps est poursuivi ? Eh bien parce que c'est l'itinéraire proposé par l'application que suivait le conducteur. Il faisait passer par cette route alors que le pont est détruit depuis plusieurs mois, conséquence d'importantes inondations. La police locale entend aussi poursuivre les représentants des travaux publics dans l'État parce que certes la route était toujours indiquée sur Internet, mais surtout la voiture a pu emprunter ce pont, ce qui veut dire que le chemin n'était pas barré et qu'il n'y avait pas de panneau signalant le danger. Nous voici en Indonésie où un peuple est menacé. Oui, on parle ici des Ongana Maniawa, ça veut dire peuple de la forêt. Ils vivent sur l'île d'Halmahera. Ils sont environ 3500, dont 500 sont non contactés, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune relation avec le monde extérieur. Des chasseurs-cueilleurs qui vivent complètement isolés. Alors pourquoi sont-ils menacés ? Eh bien parce que leur île regorge de nickel, métal rare et très précieux aujourd'hui. Comment la demande de voitures électriques détruit leurs terres. Voilà le titre du rapport de Survival International qui défend les droits des peuples autochtones. D'après l'ONG, les grands projets miniers du gouvernement indonésien menacent de chasser les Ongana Maniawa de leurs terres et de détruire ce dont ils ont besoin pour vivre parce que l'exploitation du nickel entraîne déforestation et pollution. Survival International souligne ce paradoxe. Tout ça pour produire des véhicules soi-disant respectueux de l'environnement, destinée à des personnes vivant à des milliers de kilomètres de là. Une pétition a été lancée pour interpeller les constructeurs automobiles. Et puis nous sommes au Royaume-Uni où une cavale a pris fin. Oui, celle de Daniel Andreas Sandiego, 46 ans. Il figurait sur la fameuse liste Most Wanted du FBI. La police fédérale américaine le considérait comme l'un des terroristes les plus recherchés. Il a été arrêté lundi au Pays de Galles après plus de 20 ans de traque puisqu'il est recherché depuis 2003 et ses attentats à la bombe en Californie. À 1 heure d'intervalle en août 2003, 2 bombes explosent sur le site d'une entreprise de biotechnologie. 1 mois plus tard, une bombe sale touche une entreprise de produits nutritionnels. Des attaques qui n'ont à l'époque fait aucun blessé, attribuées à des groupes animalistes extrémistes dont le suspect arrêté ferait partie. Un groupe avait d'ailleurs revendiqué ses actions à l'époque, affirmant viser une société en raison d'expérimentation de médicaments sur les animaux. La procédure d'extradition a d'ores et déjà débuté selon les autorités britanniques. Cette arrestation montre que peu importe le temps que ça prendra, le FBI vous trouvera et vous fera rendre des comptes, a écrit le directeur du FBI dans un communiqué. Kevin Dufresne, merci beaucoup. Vous reviendrez demain. En attendant, vous partez avec Grace Jones, Well. Et Thomas Langlin, qui réalise cette émission et qui adore les petites histoires derrière les artistes, nous dit que le plus grand regret dans sa vie à Grace Jones, savez-vous ce que c'était ? Non. Eh bien, c'est de ne pas avoir tourné dans Blade Runner. Et pourquoi elle l'a pas fait ? Beau regret, ça. Voilà, et ben elle l'a pas fait pour amour pour son mari, figurez-vous, qui était le grand rival de Ridley Scott. Ça, c'est beau. Ouais.
Grace Jones, Well sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h50, c'est Franck Madvon. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Soyons précis. Après l'annonce, Franck, hier soir d'une trêve entre Israël et le Hezbollah, les regards se tournent donc vers Gaza. Un accord est-il possible ? Ce soir, vous nous expliquez pourquoi le cessez-le-feu au Liban réveille le mince espoir d'une paix à Gaza. Oui, hier soir, l'heure était au soulagement après l'annonce d'une trêve au Liban. Mais presque tous les pays qui ont salué l'accord ont aussi eu une pensée pour Gaza. Dans leurs allocutions, Joe Biden et Emmanuel Macron ont mentionné la guerre à Gaza et promis que les États-Unis et la France allaient poursuivre leurs efforts de paix. L'Égypte voit dans l'accord au Liban le prélude à la fin des combats dans l'enclave palestinienne. Le Qatar, autre médiateur, espère un accord similaire à Gaza. L'Iran, parrain du Hezbollah, salue la fin de l'agression israélienne au Liban et appelle un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le Hamas lui-même se dit prêt à une trêve et à un accord sérieux sur un échange de prisonniers. Et alors, quelles sont les raisons d'espérer, Franck ? Alors d'abord, l'engagement de tous ces acteurs est essentiel. Évidemment, ce sont des mots déjà entendus, mais plusieurs pays ont intérêt à redoubler d'efforts pour parvenir à une trêve. Au premier chef, les États-Unis. Joe Biden n'aura pas fini son mandat bredouille au Moyen-Orient. La paix au Liban est une victoire diplomatique américaine, mais son administration espérait plus. Biden assure qu'il ne perdra pas un instant dans les 2 petits mois qui lui restent à la Maison-Blanche pour parvenir à la paix à Gaza. Il a cité hier l'Égypte, le Qatar, la Turquie pour l'aider sur ce chemin. Et il a employé des termes inhabituellement forts pour qualifier la situation des Palestiniens. Les habitants de Gaza ont traversé l'enfer. Leur monde a été totalement détruit. Il fait le parallèle donc entre Libanais et Gazaouis. En résumé, les Libanais sont les victimes du Hezbollah, les Palestiniens sont celles du Hamas. Dans les 2 cas, les civils innocents qui subissent les frappes et les déplacements de population méritent la fin des combats. Ce discours exonère l'allié israélien de ses responsabilités tout en lui faisant comprendre que la balle est dans son camp. Point essentiel qui a permis la trêve avec le Hezbollah, Gaza est aujourd'hui découplé de l'équation libanaise, même l'Iran en convient. Un nouveau chapitre s'ouvre, les médiateurs entre Israël et le Hamas, comme l'Égypte ou le Qatar, qui avait récemment quitté ce rôle faute de résultats, pourraient remettre l'ouvrage sur le métier aux côtés de Washington. Mais il reste évidemment, Franck, beaucoup d'obstacles à surmonter. À commencer par Israël, on l'a souvent dit, le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne veut pas d'une trêve à Gaza qui pourrait fragiliser sa coalition, ses alliés d'extrême droite et une partie de la population, il faut le dire, tordent déjà le nez après l'annonce d'un cessez-le-feu au Liban. Gaza n'est pas le Liban, des otages sont en jeu, c'est d'ailleurs le seul moyen de pression du Hamas. Israël refuse de quitter le territoire par crainte que des cellules terroristes se reconstituent, tandis que le Hamas exige un retrait israélien pour libérer les otages. Par ailleurs, le mouvement palestinien est décimé, au même titre que le Hezbollah, certes, mais au Liban, des alliés chiites, comme le président du Parlement, Nabi Berri, peuvent prendre le relais. À cela s'ajoute le retour de Trump à la Maison-Blanche. Bibi Netanyahou, dont les relations avec Biden sont notoirement tendues, préfère sans doute négocier avec le républicain. La paix à Gaza attendrait alors Donald Trump. Franck Madvon, merci beaucoup et à demain. Le mercredi, c'est le cinéma en VO et c'est Corinne Pellissier. Moteur. France Inter. Un jour dans le monde. Wenn Sie gesessen sind in Ihrer Arbeit, dann geht auch eine gewisse Ausstrahlung und Kraft von Ihnen aus, die die Leute überzeugt. Et avec aujourd'hui, Corinne, une figure controversée du cinéma allemand, c'est le moins qu'on puisse dire, Leni Riefenstahl, connue pour son film culte, Les Dieux du Stade, tourné pendant les JO de Berlin en 1936. Elle était comédienne, elle était réalisatrice, elle a été copiée, elle a été admirée, et puis, elle a été beaucoup contestée pour son rôle, évidemment, auprès du régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. 20 ans après sa mort, elle fait donc l'objet d'un documentaire qui sort ce mercredi, Leni Riefenstahl, La lumière et les ombres, un film réalisé à partir de ses archives personnelles, et c'est une facette pas très glamour que l'on découvre. Elle était monteuse et réalisatrice, mais avoir le contenu de ses archives, on dirait plutôt menteuse et manipulatrice, car les 700 boîtes de documents, de lettres, de photos, de messages enregistrés que le réalisateur allemand Andres Weyel a disséqués pendant des mois ne racontent pas tout à fait la même histoire que celle de Leni Riefenstahl a tenté d'imposer au public après la guerre. Elle est pour beaucoup aujourd'hui encore une cinéaste respectée, même encensée, qui est influencée par son esthétique, sa
technique des tonnes de cinéastes. Tarantino, par exemple, ne jure que par elle et par ses Dieux du stade, sortis en 1938. Meilleure réalisatrice de tous les temps selon lui, mais cinéaste controversée, car Leni Riefenstahl est aussi très proche du régime de l'Allemagne nazie d'Hitler, qui exerçait sur elle une véritable fascination. C'est elle qui véhiculait, c'est connu, la propagande du Troisième Reich. Elle a bénéficié à ce titre de budget quasi illimité pour travailler, 1,5 million de Reichsmark pour les Dieux du stade, 400 km de pellicules, 30 caméras, c'était du jamais vu. Mais après la guerre, eh bien, c'est une autre histoire qu'elle a cherché à raconter sur les plateaux télé, niant son implication, arguant qu'elle n'avait pas eu le choix, qu'elle n'avait fait qu'obéir aux ordres du régime. Certains y ont cru, mais ses archives personnelles, de nombreuses photos aussi très intimes en compagnie d'Hitler, eh bien, viennent complètement contredire, 20 ans après sa mort, tout le storytelling des archives soigneusement accumulées, censées l'aider à bâtir sa légende, mais qui l'accable aujourd'hui, révélant dans le documentaire d'Andrés Weyel une facette peu reluisante et très complexe. J'ai vraiment été choqué de découvrir à quel point elle était impliquée dans l'idéologie du régime, y compris après la guerre. Constater qu'elle adhérait complètement à l'idée d'une nation forte, à la supériorité de la race germanique. C'était comme une enquête policière avec énormément d'éléments à charge. Quant à sa responsabilité, c'est elle qui était en charge de véhiculer la propagande nazie. Et il est très intéressant de voir ici qu'elle s'est souvent emmêlé les pinceaux en voulant livrer sa vérité, développant parfois 2 ou 3 versions différentes des faits qu'elle voulait mettre dans sa biographie. Et ça marchait. Et c'est ça qui est dingue. Toute sa vie, elle a réussi à imposer la version qui l'arrangeait. Elle a même réussi à convaincre les journalistes les plus tenaces d'arrêter de poser toujours les mêmes questions. Elle les amadouait avec un sourire. Vous voulez une tasse de café? Oh oui, merci. Et il passait à autre chose. Ou alors elle les menaçait, criait, devenait agressive ou se mettait à pleurer. Et tout cela s'est fait de manière très élégante, très habile dans ce documentaire. Pas de voix off, pas de commentaires. Andrés Weyel a fait le choix de lui donner ici entièrement la parole. C'est la voix de Leni Riefenstahl qu'on entend sur chacune des images, des extraits d'entretien, d'émissions de télévision, qui nous rappellent aussi que le concept de vérité alternative cher à Donald Trump, eh bien, a toujours eu beaucoup de succès. Et vous parlez de Trump, Corinne. Ce qui vous a aussi intéressé dans le film, c'est sa résonance avec le présent. Avec le retour des conflits, de la haine, des paroles, des actes antisémites, c'est un documentaire qui met en perspective la manière dont se fabrique une propagande. Les images d'archives utilisées ont ici un caractère intemporel et Andrés Weyel espère avec son film toucher bien plus que les cinéphiles aguerris. Quand j'ai commencé à travailler sur le film, je n'avais aucune idée du climat dans lequel il serait reçu, du contexte politique au moment de sa sortie. Mais aujourd'hui, il est clair qu'il y a beaucoup d'inquiétudes autour du développement des fausses informations, de la mise en danger de la démocratie. Et on est complètement dans le sujet avec Riefenstahl. Prenez un homme politique comme Donald Trump. Quand il dit « les migrants mangent vos animaux », tout le monde sait bien que c'est faux. Mais les gens veulent y croire malgré tout. C'est exactement ce qui s'est passé avec Leni Riefenstahl. Elle s'est créée sa propre légende, répandant l'idée partout dans les talk-shows que c'était elle la victime, pas le peuple juif. Elle, la victime. Parce qu'elle avait passé 3 ans en prison et dans les camps après la guerre. Mais en regardant les archives, eh bien non, c'était 4 semaines, et c'était plus un hôtel qu'une prison. C'est un film important pour l'éclairage qu'il nous apporte. Glauben Sie, vor der Kamera werde ich Ihnen das sagen? Da mache ich überhaupt nicht mehr mit. Leni Riefenstahl, La lumière et les ombres, c'est au cinéma ce mercredi. Corinne Pélissier, merci beaucoup.